Il y a quelques années, j'ai changé d'établissement scolaire. Une tradition dans ce nouvel établissement était d'avoir une rencontre pour les nouveaux enseignants, qu'ils soient déjà expérimentés ou débutants. Et dans cette rencontre, j'ai appris une chose qui a changé ma manière d'enseigner. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'enseigner.org. Je m'appelle Michael et aujourd'hui je vous partage 10 éléments que j'aurais bien voulu savoir plus tôt dans ma carrière. 10 éléments insignifiants peut-être en apparence, mais qui peuvent changer votre vie professionnelle. Chacun des éléments que je vous partage pourrait faire l'objet d'une vidéo à lui tout seul. Alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires celui qui vous touche le plus et celui que vous aimeriez que je développe dans une prochaine vidéo. C'est parti! Lorsque la sonnerie retentit, qu'on ait fini nos préparations de la journée ou pas, c'est l'enfant qui est le plus important. Il doit se sentir accueilli. Il doit savoir peut-être pendant une seconde qu'il a l'enseignant pour lui tout seul, une poignée de main, non ça c'était avant, un check ou peu importe le rituel que vous allez utiliser, lui souhaiter la bienvenue avec son prénom, lui demander peut-être de faire l'appareil avec vous. Cette seconde ou cette fraction de seconde, c'est le moment qui va décider de la qualité de toute la journée. Ça va permettre à l'enfant de sortir de ce qu'il a vécu à la maison et sur le chemin de l'école et de pouvoir entrer dans sa vie d'élève, dans la classe, dans les apprentissages. C'est peut-être insignifiant, mais ça peut tout changer pour lui. Et si ça change tout pour vos élèves, ça changera tout pour vous aussi. Prenez le temps, le matin, d'accueillir chaque élève comme s'il était le seul dans votre classe. Nous sommes en début d'année scolaire et je suis en train de faire connaissance avec mes 22 nouveaux élèves. C'est beaucoup, c'est bien pire dans d'autres endroits. J'ai entendu parler de mes élèves par mes collègues, à la salle des maîtres ou lors de l'entretien de pré-rentrée où chacun m'a présenté en quelques mots chacun des élèves que j'allais recevoir. J'ai entendu parler d'eux, mais je ne les connais pas. Eux ont entendu parler de moi, mais ils n'ont jamais eu cours avec moi. Nous avons, en ce début d'année, le privilège de pouvoir faire connaissance, de pouvoir tisser une relation pour la première fois. Et ça vaut la peine d'investir dans cet exercice. J'ai entendu dire il y a quelques années qu'une directrice aux États-Unis donnait à ses enseignants 8 semaines pour faire connaissance avec leurs élèves sans exiger quoi que ce soit au niveau des apprentissages. Je ne pense pas que ça passerait chez nous, mais ça montre l'importance qu'il y a de faire connaissance, de tisser une relation. On dit que les élèves apprennent mieux s'ils aiment leurs enseignants. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, en ce début d'année, et en particulier si on a une nouvelle volée, prenons le temps de faire connaissance avec eux, de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, de savoir ce qui leur fait plaisir. Souvent, ce n'est pas très compliqué, et même à 22, on peut s'en souvenir. Faisons connaissance avec nos élèves, prenons le temps de tisser une bonne relation avec chacun d'eux. Perfection et excellence semblent être des synonymes. Et pourtant, ils recouvrent deux notions très différentes. L'excellence, c'est faire le mieux que je peux. C'est m'investir pour des éléments qui m'importent à moi, que j'ai choisi de développer. C'est me surpasser, faire mieux que la dernière fois pour des éléments que j'aime et qui m'importent. L'excellence, c'est se comparer à soi-même, se surpasser soi-même. La perfection, c'est une comparaison artificielle à quelque chose d'extérieur, à une notion théorique. C'est se conformer à ce que les autres pensent, à un certain idéalisme qui n'existe pas. La perfection, c'est travailler pour l'autre, c'est travailler pour le regard de l'autre. La perfection, c'est ne jamais se tromper, ne jamais hésiter, faire aucune erreur, et donc c'est voué à l'échec dès le départ. Encourageons nos élèves à faire le mieux qu'ils peuvent, être excellents dans ce qu'ils font, mais ne cherchons pas à ce qu'ils soient parfaits. Nous ne le sommes pas, ils ne le seront jamais non plus. C'est bien connu en botanique. On ne tire pas sur une plante ou un arbre pour le faire pousser.
Il y a un temps pour toute chose. Mais certaines fois, on aimerait bien que nos élèves grandissent plus vite, qu'ils arrivent plus vite, qu'ils soient autonomes plus vite, qu'ils comprennent plus vite. Et pourtant, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un temps pour toute chose. Un temps pour donner des explications, pour donner de l'aide, pour donner de l'encouragement et attendre. Il y a un temps pour expliquer, raconter et attendre encore. Il y a un temps pour agir, construire, mettre en place et attendre encore. Il faut laisser le temps au temps et parfois juste regarder et voir ce qui se passe. Nos élèves ont besoin de temps. Combien de fois durant ces dernières années d'enseignement, j'ai été étonné de voir le changement entre le début de la 5e et la fin de la 6e. Il y avait eu du temps et les élèves l'avaient mis à profit. Nous avons tous des forces et des faiblesses. Et je crois qu'il y a une certaine tendance dans la nature humaine à chercher à pallier à ses faiblesses plus qu'à développer ses forces. Nous pensons parfois que nous sommes caractérisés plus par nos faiblesses que par nos points forts. Alors oui, il y a des faiblesses qu'il faut pouvoir améliorer. Mais n'oublions pas de développer nos points forts, de devenir excellents dans certains domaines. Peut-être que ça pourra compenser certaines de nos faiblesses. On raconte qu'un jour, un papa a dit à son fils adolescent qui lui demandait « Mais qu'est-ce que je dois faire plus tard? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Son papa lui répondit « Plus tard, fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Sois excellent. Devenons excellents dans les domaines dans lesquels nous sommes déjà bons. Développons encore. On dit que quelqu'un d'excellent, c'est peut-être 10 ou 20% de talent et 80% de sueur. Développons les côtés que nous aimons, les côtés dans lesquels nous sommes déjà bons. Et n'oublions pas que si nous appliquons cette théorie à nous-mêmes, nous le ferons aussi pour nos élèves. Plutôt que de regarder à leurs faiblesses uniquement, aidons-les à développer ce qui est bon, les choses qu'ils aiment, même si ce n'est pas tout à fait dans le programme. Dans notre gestion du temps et de l'énergie, il y a différents temps, différents moments, différentes priorités. C'est des choses que nous savons, mais nous avons parfois de la peine à l'accepter. Si on considère notre pratique d'enseignant comme étant un triangle, dont un des sommets est représenté par les élèves, l'autre par la matière, les compétences à acquérir, et le troisième par l'enseignant, nous avons le droit de mettre des priorités différentes en différents moments. Mettre une priorité sur les élèves, c'est ce que nous faisons en ce début d'année scolaire où nous tissons une relation plus que nous fonçons dans les compétences à acquérir. C'est ce que nous faisons aussi assez naturellement dans des périodes comme la dernière semaine avant Noël ou à la fin de l'hiver quand ils sont vraiment fatigués. Parfois, nous devons mettre l'accent sur le programme, sur les choses à terminer parce que ce serait quand même bien qu'on puisse évaluer l'une ou l'autre chose avant de partir en vacances. C'est normal, il n'y a aucun mal à ça. Parfois aussi, et c'est peut-être là que nous avons le plus de peine, c'est mettre l'accent sur l'enseignant, sur nous-mêmes, nous accorder peut-être une semaine ou une journée un peu plus légère parce que nous sommes fatigués, parce qu'il y a beaucoup d'administration à faire, parce que nous sommes presque malades, mais que nous avons quand même envie d'être en classe. Nous avons aussi le droit parfois de lever le pied pour nous ménager nous-mêmes. En choisissant ces 10 éléments, je ne pense pas avoir 10 perles qui vont convenir à tout le monde. Par contre, je pense et j'espère vraiment qu'il y ait au moins une chose ou deux qui vont vous toucher et qui dès demain vont changer votre pratique. N'hésitez pas à me mettre en commentaire celui qui vous parle le plus. N'hésitez pas aussi à m'indiquer que vous aimeriez que je développe plus l'un ou l'autre de ces éléments. Je les partage en 1 minute environ chacun. Je pense bien que c'est trop court pour beaucoup d'entre eux. Continuons avec le 7e point, qui est un élément assez épineux. Faire des pauses.
Pour le commun des mortels, l'enseignant est souvent considéré comme quelqu'un qui est presque toujours en vacances et même quand il travaille, il ne fait peut-être pas grand-chose. C'est ce qu'on m'a dit encore il n'y a pas longtemps. Pourtant, je me suis rendu compte au fil du temps que faire des pauses, c'était absolument nécessaire. Peut-être juste 24 heures ou 48 heures à la campagne avec ma famille. Ça change tout, pour eux comme pour moi. Je me suis aussi rendu compte que écourter un petit peu mes vacances et me remettre au travail le jeudi ou le vendredi, c'était assez compliqué au niveau motivation. Alors depuis quelques années, j'essaye de préparer ma période suivante pendant les dernières semaines de la période précédente. Par exemple, nous serons en vacances au mois d'octobre. Je vais essayer, depuis le début du mois d'octobre, de préparer les mois de novembre et décembre, peut-être pas à fond, mais d'avoir posé déjà les grands jalons en terminant cette période. De cette manière, un jour de vacances à planifier suffira peut-être. Je ne parle pas de l'été, je pense que là, effectivement, nous avons bien 1, 2, voire 3 semaines à consacrer à la préparation de l'année suivante, surtout si nous avons une nouvelle volée. Mais dans tout cela, prenons du temps pour nous arrêter, prenons du temps pour faire autre chose, quelques jours ou plus longtemps, c'est selon. Notez ce qui nous passe par la tête pour ne pas l'avoir oublié quand nous en aurons besoin. Ça ne vous est jamais arrivé? Moi, pendant des années, j'étais frustré de mes semaines de préparation de la nouvelle année scolaire. Parce que pendant les mois qui avaient précédé, j'avais eu plein d'idées. Plein de choses que j'avais envie de faire différemment, plein de nouvelles choses que j'avais envie de faire. Et quand je m'asseyais à mon bureau, le 2 août à 8 h, pour commencer à planifier mon année scolaire, tout s'était envolé, je ne me souvenais de plus rien. Alors depuis, je prends des notes. Je note tout, peu importe où, sur un carnet, sur un moyen électronique, que ce soit OneNote de Microsoft, que ce soit Apple Note, que ce soit Craft ou Notion, peu importe, écrivez, notez. Et cette année-ci, quand j'ai préparé l'année, j'avais beaucoup trop d'idées pour pouvoir tout faire en un an. On pense souvent au côté enseignant. C'est ce que nous sommes, c'est notre mission principale. Mais on oublie que dans notre quotidien, dans les tâches que nous avons à gérer, nous avons un emploi du temps qui ressemble beaucoup à celui des managers. Alors prenons quelques recettes adaptées aux managers et utilisons ce qu'ils appellent le second cerveau. Notre cerveau est fait pour avoir des idées, pas pour les garder en mémoire. Alors, utilisons un moyen de nous en souvenir. Notons-les dans un coin et essayons de ne pas perdre le papier ou le fichier. À propos de la préparation de l'année scolaire, cette année était une grosse année de préparation parce que j'ai choisi de changer pas mal de choses dans ma classe. J'ai écrit un blog, un billet par jour pendant 22 jours. Je vous mets le lien dans la description, vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche. On se retrouve dans le point suivant. Sauvegardez vos documents. Oui, non pas seulement sur votre disque dur. Ayez une deuxième copie, voire une troisième, une quatrième, peu importe, mais au moins déjà une deuxième copie. Qui n'a pas perdu tout le travail d'une journée, d'une semaine, d'un mois, peut-être même d'une année scolaire parce que la clé USB est morte, parce que le disque dur a foiré ou que l'ordinateur a eu une bêtise, ou peut-être que c'est vous qui avez par mégarde effacé le fichier. Sauvegardez votre travail pour ne pas le perdre. Travailler avec l'informatique, c'est génial. On peut créer un document, le faire faire à ses élèves, se rendre compte qu'il n'est pas parfait et on l'améliore encore, et puis on le perd. C'est dommage quand même. Sauvegarder, c'est facile, surtout si vous travaillez sur Mac. 4 étapes simples pour sauvegarder avec un Mac. 1. Branchez un disque externe. Si vous n'en avez pas, mettez la vidéo en pause, allez au supermarché du coin et ramenez-en un. Ça coûte une centaine de francs maximum et ça peut vous gagner des heures et des heures de travail. 2. Lancez Time Machine à partir des préférences système. 3. Sélectionnez le disque que vous venez de brancher dans Time Machine. 4. Sauvegardez. Et le système s'occupera de tout. Chaque fois que vous sauvegarderez, il mettra à jour les fichiers sans tout réécrire ce qui se trouve sur votre disque dur. Vous n'aurez qu'à brancher le disque dur de temps en temps, disons une fois par semaine pour commencer. Si vous travaillez sur Windows, il y a aussi des solutions simples, presque prêtes à l'emploi.
Je vous laisse y découvrir peut-être en cherchant sur Google. Si vous êtes encore là, je pense que votre système de sauvegarde existait déjà ou que vous venez de le créer. C'est pas encore fait? Alors dépêchez-vous. Ce serait dommage de tout perdre maintenant. Non, je vous mets pas la pression, mais j'ai déjà eu tellement de collègues qui sont passés par là que j'aimerais pas que ça vous arrive. Ce dernier élément est un peu technique et peut-être qu'il vous passera largement sur la tête. Nous sommes de plus en plus à utiliser des outils numériques, des sites internet, des applications pour permettre à nos élèves de développer certaines compétences. Et cette dernière astuce s'adresse à la sécurité en ligne. Plutôt qu'utiliser les prénoms de nos élèves, voire pire, les prénoms et leur nom de famille, utilisons des pseudos. Des éléments qui leur permettront de s'identifier, qui nous permettront de les identifier, mais qui permettront à personne d'autre de savoir de qui on parle. C'est un bon point en sécurité numérique. Le pseudo va vous permettre de respecter les normes les plus élevées de sécurité, en particulier ce que l'État de Vaud recommande. Si c'est possible, essayons d'utiliser le même pseudo pour le même élève sur tous les sites ou toutes les applications qu'il pourra utiliser. Ça lui simplifiera la vie. On peut aussi créer ces pseudos de manière simple en utilisant un moyen mémotechnique. Par exemple, utiliser les 3 premières lettres de son prénom et les 2 chiffres de son numéro d'ordre ou du jour de sa naissance. Nous sommes arrivés maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je suis toujours curieux de savoir quel est le point qui vous a le plus parlé et de savoir s'il y a certains points qui étaient peut-être obscurs et que vous aimeriez que je développe un peu plus. N'oubliez pas, aimez cette vidéo, commentez cette vidéo, partagez cette vidéo sur vos réseaux et pourquoi pas discutez-en dans les salles des maîtres. Je vous souhaite encore une excellente année scolaire. À bientôt.